Bonsoir à tous, il est 21h30, ravi de vous accueillir sur BFM TV pour la suite de cette journée spéciale, en direct évidemment sur notre antenne, journée consacrée au premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Dans un instant, j'accueillerai mes invités, Alexandra Matvichuk, c'est la lauréate du prix Nobel de la paix 2022, militante, présidente de l'ONG Centre ukrainien pour la liberté civile, mais également Vadim Omelchenko. Bonsoir, monsieur, vous êtes l'ambassadeur d'Ukraine en France. Merci beaucoup de votre présence en ce jour anniversaire. Dans un instant, je me tourne vers vous, mais avant cela, les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous gagnerons et ce sera en 2023. La victoire est imminente. Je suis persuadé de cette victoire. Je veux que cela se fasse cette année. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. La motivation, la certitude, les amis, la diplomatie et vous, les journalistes. Nous avons réuni toutes les forces contre cette invasion. Je pense qu'aucun pays au monde pourrait résister seul face à une guerre aussi agressive. Peut-être que les États-Unis pourraient le faire, mais heureusement, ils n'ont pas de frontières avec la Fédération de Russie. Bonsoir Vadim Omelchenko, merci d'être présent en direct sur BFM TV. Avant de vous interroger avec Ulysse Gosset, éditorialiste international BFM TV, bonsoir Ulysse, et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory, chef du service reportage BFM TV. Je voulais vous proposer une image, cette image, celle de Volodymyr Zelensky il y a un an et celle de Volodymyr Zelensky aujourd'hui. C'est un montage de nos confrères du Kyiv Post. Ce qui est frappant, c'est que Volodymyr Zelensky, c'était un président contesté il y a un an. Aujourd'hui, c'est un chef de guerre plébiscité et reconnu. Comment vous analysez cette tenue, le fait qu'il ait, comme on dit, endossé ce costume de chef de guerre? Il a assumé non seulement ce costume, mais aussi il a assumé la grande, énorme responsabilité, non seulement devant son peuple, mais aussi devant le monde entier. Imaginez-vous, tout le monde nous aide, tout le monde nous fournit des armes, mais ils disent c'est vous qui gagnez, c'est les Ukrainiens qui doivent vaincre. Imaginez-vous, une responsabilité repose sur nous et cette responsabilité repose bien sûr sur les épaules de notre président. On parle beaucoup sur BFM TV de la résistance, de la résilience ukrainienne. Est-ce que cet homme, Volodymyr Zelensky, incarne aujourd'hui à vos yeux cette résistance, cette résilience? Personnellement, pour moi, c'est certain parce que c'est lui qui m'inspire, qui me donne des forces. Je le vois travailler sans congé, sans jour férié, sans prendre de vacances. Et je ne peux pas me permettre ni vacances ni congés. Et il inspire beaucoup de gens. Et justement, sa première décision quand il est resté à Kiev et qu'il est sorti voir les gens, cela a soudé tout le monde et cela a inspiré tout le monde. Comment vous accueillez, comment vous analysez les propos de votre président, Volodymyr Zelensky, qui dit « Nous gagnerons et ce sera en 2023 ». Si vous permettez, je voudrais ajouter. Vous avez dit que c'est le premier anniversaire de l'invasion. Je tiens à vous dire c'est le dernier anniversaire. C'est le sens aussi des propos de Volodymyr Zelensky. Absolument. C'est-à-dire, l'Ukraine aujourd'hui est absolument convaincue que la guerre va s'arrêter et que la victoire sera au bout du chemin en cette année 2023. Vous êtes convaincu, vous aussi, que vous pouvez vaincre la Russie en 2023 ? Absolument, on est convaincu. Vous pouvez interroger tout Ukrainien. En commençant par le président ou le ministre de la Défense et un soldat simple ou un civil simple, tout le monde est convaincu que cette année on va vaincre. Et pourtant, il y a un an, c'était pas du tout garanti. Le monde entier a été surpris par la résistance ukrainienne. Est-ce que vous-même, vous aviez pressenti que l'Ukraine pourrait tenir bon? Puisque aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'Ukraine tient. Elle est toujours indépendante, elle est toujours libre, elle n'est pas soumise à la Russie. Est-ce que vous aviez imaginé que le pays pourrait être aussi déterminé, aussi fort face à l'invasion?
Vous savez, moi, je fais partie des Ukrainiens. Je suis un des citoyens et je me suis réveillé à 5 heures du matin. J'étais réveillé, alerté et je suis venu à l'ambassade. On a eu notre première réunion tout le matin et nous n'avions pas le temps de réfléchir si on va gagner ou non. On a commencé à travailler, on s'est réunis et on s'est mis à travailler et c'est la même chose que tous les Ukrainiens ont fait. Et toutes les victoires que nous avons eues, c'est justement grâce au fait que nous sommes soudés, nous nous sommes réunis et nous travaillons toujours. Monsieur l'ambassadeur, quelle serait pour vous la victoire ukrainienne? Cela signifie que les Russes doivent reculer, partir des territoires qui sont occupés depuis un an? Est-ce que c'est aller plus loin, récupérer le Donbass par exemple? Qu'est-ce que serait une victoire de l'Ukraine? La Crimée également, je rajoute. Pour nous, notre victoire, il y a 3 parties, si vous permettez. Première partie, c'est libération de notre territoire. Il s'agit de territoire, c'est 1991. Deuxième chose, c'est réparation, parce que destruction des pays, c'est énorme. Vous comprenez bien que l'armée russe, elle a détruit beaucoup de bâtiments, beaucoup de villes, beaucoup de villages et tout ça. Et beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de l'école, de tout ça. Qui va payer? Réparation, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est justice. Parce que presque 40 000 de crimes de guerre qui est déjà confirmé dans l'ONU, dans le tribunal spécial doit être. Comme pour l'ex-Yougoslavie, un tribunal pénal international, comme pour l'ex-Yougoslavie, c'est un modèle que vous souhaitez? Pour moi, les comparaisons qui sont plus proches, c'est avec le tribunal de Nuremberg, parce que l'idéologie de la Russie, c'est le fascisme, et les parallèles sont les plus imposantes. C'est justement le tribunal qui a dénoncé et qui a accusé le fascisme qu'il le fasse pour la deuxième fois. Aujourd'hui, vous arrivez à imaginer Vladimir Poutine répondre de ses actes dans un tribunal international comme celui de Nuremberg? C'est quelque chose que vous souhaitez, mais que vous arrivez à imaginer? Absolument. Pourquoi pas? Je vois les leaders mondiaux ne plus avoir de doute que c'est bien Poutine, personnellement, qui doit être conduit en justice. Lors de notre émission spéciale, nous avons vu le conseiller de Zelensky, Yermak, l'un des plus proches conseillers, qui disait qu'il avait reçu une photo de la Tour Eiffel qui avait été illuminée aux lumières de l'Ukraine, et il a dit son émotion. Quelle est votre analyse du soutien de la France à l'Ukraine aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que la confiance est complète? Et est-ce que l'Ukraine va accueillir le président de la République Emmanuel Macron bientôt? On parle d'une visite du président fin mars en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Tout d'abord, le soutien de la France à tous les niveaux, c'est hyper important pour nous, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau des armements, au niveau humanitaire et aussi le niveau humain. C'est très important aussi et nous avons à tous les niveaux ces aides et nous jouissons dès le premier jour de ces aides d'une façon permanente et ces aides ne font que augmenter et c'est difficile de le surestimer parce que vous comprenez que l'influence de la France sur les décisions politiques. Je vous cite un exemple. Hier, par exemple, la résolution a été adoptée à l'ONU qui était basée sur le plan de paix du président Zelensky et sur les dénonciations des crimes de guerre commis par la
Russie. Et donc cette résolution a été soutenue par 141 pays et c'est très important parce que le pays entier, le monde entier l'a soutenu, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et je sais à quel point, de façon puissante, le ministère des Affaires étrangères de la France a travaillé. Et je remercie Madame Colonna et son équipe. Je sais combien ils ont fait pour justement obtenir le meilleur nombre des voix. Je sais combien ils ont travaillé avec toutes les délégations, avec tous les pays. Et c'est justement en premier lieu grâce au soutien de la France que c'était possible. Et cela va de cette ainsi pour les autres questions. Le soutien de la France est vraiment d'actualité. Au niveau militaire, vous savez que c'était la France qui était la première à nous donner des armements du type OTAN, qui nous a tout de suite donné un avantage parce que justement en termes de nombre des armements, c'était la Russie qui avait l'avantage pour les armements soviétiques, mais dès qu'il y avait les armements de l'OTAN, il a de s'étonner parce que je viens dans les provinces de la France, je suis accueilli par les autorités locales, les représentants de la région, les élus, les préfets, et chacun vient me dire, voilà, j'accueille chez moi une famille ukrainienne avec des enfants. Chacun le dit. À vrai dire, moi, je suis vraiment... parfois, je suis vraiment très ému par ce genre de choses. Il y a des milliers d'exemples de ce genre. Une visite du président Macron en Ukraine bientôt ? C'est une question qui est sur l'agenda. Une autre visite. À quel moment ? En effet, je confirme que le mois de mars est discuté comme une date éventuelle. Une autre visite est évoquée, celle du président chinois Xi Jinping en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que c'est un souhait ? Et est-ce que ça pourrait changer quand on connaît l'importance de la Chine vis-à-vis de la Russie ? Maintenant, c'est le temps où tout est possible. Et si vous m'aviez posé la question il y a une semaine, si je croyais que Biden viendrait en Ukraine, j'aurais répondu non. Parce que le protocole de la sécurité est vraiment très dense et je n'aurais jamais cru que la sécurité de M. Biden aurait donné l'accord pour cette visite. Imaginez-vous l'itinéraire, les dangers, les risques et tout cela. Mais maintenant, tout est possible et maintenant, tout le monde, il y en a beaucoup qui le veulent, de régler leurs propres questions stratégiques dans le cadre de la guerre de l'Ukraine. Et je n'exclus rien. Il n'y a aucune information là-dessus. Mon président a dit aujourd'hui qu'il souhaiterait rencontrer Xi Jinping et il pense que ce serait une rencontre qui serait également importante pour les deux pays, pour la Chine et pour l'Ukraine, mais on verra. Pour poursuivre sur la question de Ronald, on entend l'optimisme de votre président qui dit nous allons gagner de manière imminente, mais finalement, qu'est-ce qui peut faire basculer les choses ? On voit aussi sur le terrain une situation extrêmement figée. On voit qu'il n'y a évidemment pas de négociation entre les Russes et les Ukrainiens. Est-ce que finalement c'est l'intervention d'une puissance extérieure comme la Chine qui pourrait faire basculer les choses ? Si jamais les Chinois entrent véritablement dans cette crise, qu'est-ce que vous allez leur demander et qu'est-ce que vous attendez d'eux ? À vrai dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre. Il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles. Par exemple, l'intervention d'un tiers pays, mais on a vu l'intervention d'Iran qui a commencé à livrer des armes, mais nous avons vu que ça s'est fini assez vite. Tout d'abord, ces armes n'étaient pas efficaces et puis ils ont changé d'avis, ils ont cessé de fournir les armes. Je ne sais pas quels signaux ils ont obtenus
des partenaires, mais nous voyons que maintenant, cette intervention d'Iran, on ne la voit plus beaucoup. En ce qui concerne la Chine, si la Chine continue dans le contexte des années précédentes où ils avaient la dominante et de la puissance soft, là, on peut espérer que ça va se maintenir au bon niveau parce que, par exemple, le chiffre d'affaires avec de la Chine avec les pays de l'Union européenne, c'est à peu près 1 trillion par an. Avec les États-Unis, c'est 800 milliards et avec la Russie, c'est 140 milliards environ. Qu'est-ce que la Chine peut choisir si elle reste rationnelle, si elle reste toujours dans la logique économique? Je pense que c'est évident qu'est-ce qu'il va choisir. Nous voyons quelques déclarations, nous voyons aussi une sorte de sondage, mais en même temps, nous voyons que la Chine respecte quand même les sanctions dans les secteurs économiques et autres. Quelque part, ils arrivent à contourner, mais d'une façon générale, ils respectent ces sanctions au niveau politique et ils occupent une position plus prudente, mais quand même les sanctions, ils respectent. Aujourd'hui, quelle est votre position? Est-ce qu'une négociation vers un cessez-le-feu est possible ou bien est-ce que la situation est telle que toute négociation est impossible? Est-ce qu'on est, comme on le répète souvent sur ces plateaux ici à BFM, est-ce qu'on est dans une véritable impasse diplomatique ou est-ce que vous pensez qu'une négociation est possible? Quelle est la position de l'Ukraine aujourd'hui? Je vous répondrai en citant M. Macron qui était à Bruxelles et il a dit que maintenant les pourparlers ne sont pas possibles parce qu'il n'y a personne à parler avec. Et moi je le pense aussi qu'il n'y a personne à parler avec. Personne ne va parler avec Poutine ni avec son entourage. Et c'est cela pour le moment. Et pour aboutir à une possibilité de pourparler, il faut convaincre sur les champs de bataille. C'est ça notre position. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été. Vous restez sur le plateau de BFM TV, sur lequel, dans un instant, j'accueillerai notre invitée exceptionnelle. Elle s'appelle Oleksandra Matvichuk et elle est lauréate du prix Nobel de la paix 2022. Elle sera en notre compagnie dans un instant. À tout de suite.